Merci. Permettez-moi de dire merci aux organisateurs SOS Fin. Et merci particulièrement à David qui m'a convié justement à participer à cette réflexion. Effectivement, mon intervention va porter sur l'accès des femmes paysannes à la terre en Afrique de l'Ouest. Donc, j'irai un peu au-delà du Burkina Faso. Alors, ce matin, on a parlé de la déclaration qui a assuré une protection catégorielle des paysans, mais à l'intérieur de cette catégorie, on peut aussi procéder à une sous-catégorisation, et ce qui permet de s'attacher à la condition de la femme, en raison du fait que c'est une sous-catégorie qui, en termes de vulnérabilité, a une situation particulière par rapport aux autres. Et on a parlé de l'idée de devoir ce matin, qui est consacrée également dans la déclaration, et c'est intéressant de voir, en procédant à une sous-catégorisation, comment une catégorie peut avoir des devoirs à l'égard d'une autre catégorie au sein même de la grande catégorie des paysans. Et on verra tout à l'heure que la sous-catégorie femme subit un certain nombre de comportements venant à l'intérieur même de la catégorie paysanne. Alors, donc c'est aussi intéressant quand on parle de droit, du type de droit en cause. Et de ce point de vue, je pense que l'accès à la terre a un intérêt ici particulier parce que, selon moi, l'un des éléments fondamentaux permettant d'appréhender le paysan, c'est d'abord son accès à la terre en vue de sa production agricole, même si la déclaration utilise le terme de paysan sans terre. Voilà. Et donc, c'est important de mettre l'accent justement sur ce droit foncier, comment ça marche en Afrique. Alors, mais déjà, l'histoire du secteur foncier en Afrique de l'Ouest date d'avant les indépendances. Alors, avant la colonisation, on avait une conception négro-africaine de la propriété foncière, donc qui était caractérisée par le fait que la terre appartenait à un groupe et était dirigée par le chef de groupe, hein, le chef de famille. Alors, cette conception négro-africaine du foncier était fondée sur la solidarité, donc loin des besoins d'une économie de marché. Alors, et c'est important parce que en Afrique de l'Ouest, la vocation de la plupart des États agricoles plutôt, la vocation agricole de la plupart des États fait de la question foncière une question importante. Et parce que l'agriculture constitue l'activité principale de la majorité de la population. Alors, malgré cela, la question de l'accès à la terre en Afrique de l'Ouest se pose en particulier à l'égard de la femme. Tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle est dans une position moins favorable par rapport notamment à la catégorie homme. Et ce constat, il est fait dans la déclaration. Quand on prend le point 13 du préambule de la déclaration, on constate effectivement que malgré l'importance de la femme dans les sociétés africaines, dans les sociétés en général, elle occupe quand même, elle reste en retrait par rapport au droit d'accès à la terre. Alors donc, face à ce constat déjà dans le préambule, on a tout un article 17 de la déclaration qui consacre un droit individuel et collectif à la terre au profit des personnes vivant en milieu rural, et lequel comprend le droit d'accéder à la terre, mais aussi de l'utiliser pour assurer un niveau de vie suffisant. Alors, l'objet de ma réflexion ici est d'analyser l'accès des femmes à la terre à la lumière de la déclaration, mais aussi de voir comment cette déclaration montre une fois de plus l'importance de cette question en Afrique. Alors, donc sur cette question, il faut observer qu'il y a un décalage. Lorsqu'on analyse justement le droit africain à la lumière de la déclaration, on se rend compte qu'il y a un décalage entre les intentions du constituant, même du législateur, par rapport à la réalité sur le terrain de la protection qui est reconnue à la femme. Donc, dans un premier temps, on a une protection reconnue à la femme, une protection textuelle, ou même constitutionnelle. Et dans un second temps, on se rend compte que voilà, cette protection reste encore une protection sur le papier et donc doit donner à réfléchir par rapport à une protection effective de la femme. Alors, s'agissant de la protection qui est consacrée, juridiquement consacrée, elle est
à travers deux principes fondamentaux. Le principe d'égal accès consacré, d'égal accès à la terre, et puis ensuite le principe d'équité. Le principe d'égal accès, il est garanti dans différents instruments juridiques en Afrique. D'abord, les premiers instruments sont les instruments, les textes constitutionnels qui, dans la majorité des cas en Afrique de l'Ouest, consacrent un principe d'égalité entre l'homme et la femme. C'est le cas, par exemple, de l'article 1er de la Constitution burkinabé. Vous avez cette formule qu'on reconnaît. Tous les Burkinabés naissent libres et égaux en droit. On retrouve l'équivalent dans les autres constitutions d'Afrique de l'Ouest. Donc, il s'agit d'une égalité de droit, donc qui exige que les personnes placées dans une situation identique soient traitées de la même façon et sans privilège. Alors, l'accès de la femme à la terre devrait alors être analysé à l'aune de ce principe d'égalité constitutionnelle, déjà, qu'on trouve dans nos constitutions africaines. Alors, il y a même des constitutions qui consacrent clairement le droit d'accès à la terre. C'est le cas de l'article 15 de la Constitution sénégalaise, qui dit que l'homme et la femme ont également le droit d'accéder à la possession et à la propriété foncière. Donc, il y a une égalité constitutionnelle, mais qui est consacrée de manière spécifique par rapport au droit d'accès à la terre. Alors, vous avez aussi la loi agro-silvopastorale de 2004 qui impose aussi à l'État d'assurer, et le thème qui est utilisé, c'est la parité des droits des hommes et des femmes en milieu rural, en particulier dans l'exploitation agricole. Voilà. Donc, ce sont des thèmes qu'on retrouve dans la Constitution, où on a une véritable égalité qui est consacrée, égalité d'accès à la terre. Alors, et cette égalité, elle est même, elle est traduite parfois par la consécration d'un principe de non-discrimination qui implique la jouissance du droit à la terre, que la jouissance du droit à la terre appartient à la fois aux hommes et aux femmes voilà, sans discrimination basée sur le sexe. Alors, au-delà de ces instruments de droit interne, vous avez des instruments de droit international dans lesquels les États se sont engagés également à protéger la femme. C'est le cas de la Convention, on en a parlé ce matin, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Alors, au niveau régional, en Afrique, vous avez la Charte africaine, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme, qui a été adopté en 2003, qui aussi reprend ses engagements avec une consécration du principe de non-discrimination à l'égard de la femme. Alors, mais malgré ces différents instruments, on voit que la condition de la femme reste encore dans une situation moins appréciable. Alors, donc, certains États ont du principe d'égalité, sont même passés à un principe d'équité. Donc, on fait plus que l'égalité, on essaie de consacrer l'équité dans le traitement de la femme, ce qui implique un traitement différencié de celle-ci. Alors, ce principe d'équité, il est traduit dans les différentes législations par l'exigence d'un accès équitable et sécurisé à la terre. On peut citer l'article 8 du Code foncier du Togo, qui dispose que l'État et les collectivités, en tant que garants de l'intérêt général, doivent assurer un accès équitable aux terres pour l'ensemble des acteurs. Alors, on a une même obligation qui est consacrée à l'article 13 de la loi malienne, également sur le foncier agricole. Au Sénégal, on a une autre approche qui consiste justement à fixer des quotas au profit de la femme. Donc, au-delà même de l'exigence de parité que fixe la loi portant la loi agro-silvopastorale au Sénégal, vous avez des dispositions qui exigent des quotas. C'est le cas au Mali, c'est le cas au Burkina Faso. Au Mali, par exemple, vous avez 15% des terres aménagées par l'État qui doivent être attribuées aux femmes. Au Burkina Faso, c'est 30%. 30% des terres aménagées. Donc, ces dispositions législatives, bien évidemment, avantagent l'accès de la femme à la terre et même sont renforcées par une politique de genre qui est de plus en plus mise en œuvre. Alors, mais on voit que
la femme fait l'objet d'une attention dans les différentes législations en ce qui concerne son accès à la terre. Mais pour autant, dans la réalité, cet accès n'est pas effectif. Donc, on a dans la pratique une protection en quelque sorte contrariée. Alors, donc c'est le second temps de mon intervention. Et cette protection, elle est contrariée par deux facteurs. Le premier, c'est d'abord la prévalence des pratiques coutumières en Afrique de l'Ouest. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la plupart des États africains, le droit foncier repose à la fois sur le droit moderne étatique, mais aussi sur des régimes fonciers coutumiers et traditionnels. Alors, donc, malgré l'avènement du droit étatique moderne, la coutume continue à régir le fonctionnement des communautés rurales, à tel point que les législations qui ont été adoptées après les réformes de 90 ont intégré ce dualisme juridique en matière foncière. Alors, ce qui crée évidemment des problèmes, puisque la coutume, qui parfois même est la référence principale en matière de régulation sociale dans le domaine foncier, a tendance à, je dirais, marginaliser les femmes paysannes. Alors, leur accès à la terre est largement conditionné, parfois par le rang social. Leur rang social. Alors, mais aussi parce que les femmes sont quasi exclues de la propriété foncière en Afrique, tout simplement parce que dans les communautés africaines, c'est l'homme qui hérite de la terre, au détriment des femmes qui ne peuvent hériter de la terre que si parmi les héritiers, il n'y a pas d'homme. Donc, vous voyez que la femme vient en second, voilà, mais si parmi les héritiers, il y a des hommes, la femme ne peut pas hériter de la terre. Alors, parce qu'on considère la terre comme un patrimoine familial. Et selon la coutume, il y a un risque à confier sa gestion ou sa sauvegarde à la femme qui est appelée à quitter la famille pour rejoindre une autre famille par le mariage. Voilà. Mais en même temps, la femme mariée est un peu considérée comme une étrangère dans la famille d'accueil en raison du fait que le lien de mariage peut être rompu à tout moment. Donc la famille d'accueil également se méfie d'accorder une propriété foncière à la belle fille qui arrive parce que du jour au lendemain, elle peut ne plus être la belle fille. Voilà. Donc, il y a cette difficulté que vit la femme et donc dans ce contexte, il n'est reconnu à la femme qu'un droit d'usage de la terre. Même là encore, ce droit ne lui permet pas de déployer efficacement ses activités productives. Parce que dans la majorité des cas, la terre lui est prêtée pour une année renouvelable. Voilà. Et donc, du jour au lendemain, le propriétaire peut réclamer, comme on le dit, sa chose. Alors, donc, en raison de cette précarité, les femmes ont du mal à s'adonner aux cultures de rente. Elles sont obligées, justement, de s'adonner aux cultures vivrières pour les besoins de la famille. Alors, je pense que c'est à ce niveau, il convient d'attirer quand même l'attention des États africains, dont partie à la déclaration, sur leurs engagements à prendre des mesures appropriées pour, à travers des réformes foncières, pour faciliter un accès large et équitable à la femme. Alors, il faudrait, à mon sens, déjà renforcer la gouvernance locale en impliquant les communautés villageoises dans le processus de prise de décision relative aux affaires foncières. Et cela nécessite évidemment une approche, je dirais, participative à travers des processus de dialogue au niveau local afin d'ériger au moins un consensus autour des préoccupations foncières. C'est très important, à mon sens. Alors, un élément aussi important, c'est qu'en Afrique, la relation entre droit étatique moderne et droit coutumier doit être clarifiée. Et pour cette clarification, d'ailleurs, il semble justement que l'implication participative dont j'évoquais tantôt est importante parce que la clarification doit partir de la base. Déjà, il faut pouvoir échanger avec les acteurs coutumiers à la base pour voir comment on peut concilier les pratiques coutumières avec le droit moderne étatique sans pour autant
que le second soit remis en cause. Et il me semble, à mon avis, que la validité des règles coutumières locales ne devrait être admise que dans le respect, justement, des principes fondamentaux de la réglementation foncière, notamment le principe d'égalité ou le principe d'équité que nous avons évoqué tout à l'heure. Alors, le deuxième facteur qui remet en cause l'effectivité de l'accès de la femme au foncier, c'est l'apparition de nouveaux acteurs dans le domaine foncier. Alors, quand je parle de nouveaux acteurs, je veux ici parler principalement des acteurs de l'agrobusiness. Alors, c'est vrai, le phénomène d'agrobusiness ne date pas d'aujourd'hui, mais il est en vogue actuellement sur le continent africain et particulièrement en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi j'utilise l'expression de nouveaux acteurs. Alors, on a fait ce choix de l'agrobusiness comme modèle agricole pour conduire, pour qu'on puisse atteindre la sécurité alimentaire et la modernisation de l'agriculture en Afrique. Alors, mais on constate que avec ce système agricole, on a fait face à l'apparition d'investisseurs agricoles à grande échelle, à qui les réformes foncières qui ont été engagées par les États africains dans les années 90 ont reconnu certaines facilités d'acquisition de la terre. Et donc, ces réformes d'ailleurs, il faut le souligner, ont été encouragées, soutenues, même financées par les institutions, les partenaires internationaux, notamment les pays de l'OCDE ou les institutions financières internationales, dont l'objectif ici était de créer un cadre législatif favorable aux investissements privés. Alors, cela a entraîné un phénomène d'acquisition massive des terres et donc, il y a eu pour conséquence un peu je dirais la réduction où voilà, on a dépossédé un peu voilà, les paysans de leur terre et donc ça a des conséquences sur la situation de la femme parce que voilà, s'il n'y a plus suffisamment de terres à cultiver, la femme, sa situation encore s'aggrave parce que voilà. Et deuxième facteur pour terminer, c'est la question de la promotion immobilière. Ah, là, voici un phénomène, la promotion immobilière aujourd'hui en Afrique, qui est aussi qui a le ventre. Parce que la plupart des États ouest africains, confrontés à l'insuffisance de logements et étant eux-mêmes dans l'impossibilité de pouvoir satisfaire la question du logement, ont à un moment donné décidé de s'appuyer sur des acteurs privés pour accompagner la politique de logement. C'est le cas au Burkina Faso, par exemple. En 2008, on a adopté une loi pour, je dirais, ouvrir justement la politique de la promotion immobilière. Alors, ce que ça a entraîné, c'est que plusieurs sociétés ont demandé des agréments, mais plutôt que de faire de la promotion immobilière, ces sociétés font plus de la promotion foncière. Alors, déjà parce que la loi le permettait, on a l'article 2 de la loi qui est assez flou, qui permet aux entreprises de faire à la fois des activités d'aménagement et d'urbanisation et alinéa 2 des activités de construction, donc ce qui relève véritablement de la promotion immobilière. Mais en réalité, ces sociétés à qui on a donné des agréments n'avaient pas suffisamment les moyens pour faire de la promotion immobilière et ont plutôt fait de la promotion foncière. Alors donc, se sont accaparés les zones urbaines étant insuffisantes, se sont accaparées les zones rurales sur lesquelles ils font cette promotion foncière. Donc, un lotissement en vue de la vente des terrains lotis. Et donc, ça pose véritablement problème aujourd'hui parce que les paysans en zone rurale, surtout ceux qui sont un peu proches des zones urbaines, se trouvent dépossédés de leurs terres au service de cette promotion foncière. Au Burkina Faso, d'ailleurs, on en a pris conscience. C'est pourquoi, il y a quelques mois, en 2023, à la fin de 2023, on a adopté une loi pour mettre fin justement à cette promotion foncière et on a encadré l'activité de la promotion immobilière. Donc, désormais, la promotion immobilière ne peut plus se faire sur des zones rurales. Voilà. Je pense que j'ai été assez long. Je vais conclure. Voilà, pour dire que en Afrique, le droit d'accès à la femme reste encore un objectif. C'est vrai, les intentions sont bonnes, mais il y a encore de la marche pour que ce droit d'accès à la terre soit effectif. Et je pense que de ce point de vue, la déclaration arrive un peu comme un instrument qui va rappeler aux États leurs engagements, non seulement à l'international, mais aussi en interne,
Et on ne peut qu'espérer que cette déclaration puisse soit un coup de pouce en termes d'effectivité des droits des paysans. Je vous remercie. Bonjour à tous et merci à David Diaz ainsi qu'à SOS Fund de m'avoir convié à présenter aujourd'hui sur cette déclaration des droits des paysans dont j'ignorais l'existence jusqu'à cette invitation, mais que je suis vraiment ravie d'avoir découvert. C'est vraiment un bel outil qui m'a passionnée. Je sais qu'il y a ici des gens qui ont contribué activement à son émergence, alors je les félicite d'avoir porté ce projet et de l'avoir contribué à son aboutissement. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant et stimulant avec cet outil, c'est qu'il adresse les enjeux de justice environnementale et la question des conditions économiques de possibilité d'une transition écologique. Et à un moment où on détricote le droit de l'environnement au nom prétendument de la défense des droits des agriculteurs, y compris des paysans, cet outil, eh bien, il pointe du doigt des directions dans lesquelles avancer de façon à pouvoir penser ensemble le progrès de la protection de l'environnement et l'amélioration du sort de ceux qui produisent notre alimentation. Alors la question que je voudrais évoquer à travers cette présentation, c'est une question qui a des ramifications du même coup qui sont à la fois théoriques mais aussi pratiques fondamentales, qui est la question de savoir est-ce qu'on peut assurer par le même biais, par les mêmes instruments, la protection des paysans et la protection de l'environnement. C'est une question générale et je me poserai cette question dans la perspective, à la lumière de cette déclaration des droits des paysans. Alors, prenons appui donc sur cette déclaration. À l'évidence, elle consacre des droits environnementaux au bénéfice des paysans. Il me semble néanmoins que ces droits ne sont pas en mesure de remédier à l'insoutenabilité écologique de l'agriculture conventionnelle. Pour autant, en creux au moins, l'outil Déclaration des droits des paysans pointe du doigt des sentiers de réforme dont il serait urgent de se saisir pour pouvoir faire évoluer le droit de l'environnement dans la perspective d'une réforme qui articule harmonieusement protection de l'environnement et des droits des paysans. Alors, sur les droits environnementaux des paysans, quelques points. Tout d'abord, la déclaration donc, reconnaît le rapport particulier qui unit les paysans à leurs écosystèmes. Le texte ne va pas très loin dans la définition de cette particularité. Il y a une insistance sur la particularité de ce lien. On croit comprendre, notamment à travers le parallèle fait avec les droits des peuples autochtones, que cette particularité tient au rapport non seulement économique, mais aussi culturel qui fonde cette relation du paysan à la terre. Et qui conduit du même coup les paysans à avoir un intérêt qu'on pourrait imaginer comme naturel à la conservation de l'environnement. Cette contribution des paysans à la conservation de l'environnement, elle est reconnue à travers le préambule qui reconnaît la contribution passée, présente et future des paysans et des autres personnes qui travaillent dans les zones rurales à la préservation et à l'amélioration de la biodiversité. La déclaration ne va pas très loin dans la mise en évidence des pratiques agricoles qui seraient particulièrement vertueuses du point de vue de la protection de l'environnement. En réalité, ce qui est surtout mis en avant, c'est non pas le statut du paysan protecteur de l'environnement, plutôt le statut du paysan victime des atteintes à l'environnement. Le paysan apparaît comme une victime des atteintes à l'environnement, à la fois sur un plan patrimonial et sur un plan extra-patrimonial.
Les atteintes à la santé qui découlent de la pollution de l'environnement sont mises en exergue à travers plusieurs textes. J'ai mis quelques exemples seulement, notamment le droit qui est proclamé de les voir protégés contre les contaminations en eau, mais aussi le droit qui leur est reconnu de ne pas être exposés à des substances dangereuses ou des produits chimiques toxiques. Et à côté de ça, à côté de ce droit extra-patrimonial à la protection contre les atteintes à l'environnement, on a aussi la reconnaissance du fait que c'est en tant qu'acteur économique et en tant que possédant des actifs économiques en contexte agricole qu'ils ont vocation à la protection, notamment avec cet article 18.1 qui reconnaît le droit à la préservation et à la protection de l'environnement et de la capacité productive des terres. Le texte, la déclaration, reconnaît le droit non seulement à la protection, mais aussi un droit pour les paysans de s'engager dans des pratiques agricoles qui soient favorables à la protection de l'environnement. Le droit notamment de ne pas utiliser de pesticides écotoxiques, le droit d'utiliser de manière durable les ressources naturelles auxquelles ils ont accès, et le droit d'assurer la conservation et même la restauration des eaux auxquelles ils ont accès. Et le texte va même jusqu'à dire que, au-delà de ces droits spécifiques, c'est la totalité finalement des droits des paysans qui sont amplifiés, magnifiés, qui voient leur réalisation pleinement effective si l'environnement est protégé. Donc voilà, quantité de droits environnementaux qui s'enracinent dans cette déclaration. Alors, il me semble pour autant que ces droits ne sont pas en mesure en eux-mêmes de remédier à l'insoutenabilité écologique de l'agriculture conventionnelle, parce qu'en premier lieu, la déclaration passe un peu sous silence les dommages à l'environnement qui sont imputables à l'agriculture elle-même. En fait, quand on regarde du côté des causes des atteintes à l'environnement qui sont suggérées de ci, de là, l'agriculture n'est pas pointée du doigt ou ne serait-ce qu'évoquée réellement. Et alors même que, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais l'agriculture est un des secteurs économiques qui contribue le plus à la dégradation des ressources environnementales. On parle beaucoup du chiffre de 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moyenne à l'échelle mondiale, mais c'est sans compter les innombrables autres impacts de la pollution des eaux à la pollution des sols et les atteintes à la biodiversité. Alors, compte tenu de cette diversité et de la gravité de ces atteintes à l'environnement imputables aux pratiques agricoles, il est notable que les droits des paysans tels qu'ils sont consacrés dans la déclaration ne soient pas subordonnés à une forme de conditionnalité écologique, c'est-à-dire que la plupart des droits sont garantis indépendamment des impacts qui en ressortiront du point de vue de l'état des écosystèmes. Alors ici, vous avez une série d'exemples. Si on regarde le premier, donc la définition même, on en a parlé ce matin, la définition même de qui est paysan, il n'y a pas de référence à une agriculture respectueuse des ressources naturelles intégrée dans la définition même de ce que c'est un paysan. Et de ce point de vue-là, je change de slide juste une seconde, de ce point de vue-là, la définition du paysan s'éloigne de la définition qu'on peut avoir de l'agriculture paysanne, qui, pour les acteurs qui se revendiquent de l'agriculture paysanne, intègre dans la définition même de ce que c'est que l'agriculture paysanne le respect des écosystèmes et donc des pratiques culturelles inspirées de l'agroécologie. Je reviens sur la slide précédente. Les droits également d'accès aux ressources naturelles, mais aussi d'exploitation des ressources naturelles sont également inconditionnés. Vous avez ici les dispositifs concernés, les dispositions concernées. Il faut renforcer l'accès aux ressources productives et l'investissement. Il faut garantir l'accès à l'eau sur une base non discriminatoire. Sur une base non discriminatoire, ça veut dire y compris non discriminatoire du point de vue des conséquences qui résultent de cet accès à l'eau pour les écosystèmes. Les États doivent empêcher les tiers de porter atteinte à l'exercice du droit à l'eau des agriculteurs, enfin des paysans.
et des autres personnes qui travaillent dans les zones rurales sans considération des impacts écologiques qui en résultent. Il en va de même pour les conditions dans lesquelles les ressources naturelles sont exploitées. Il y a bien un texte, l'article 5 prévoit bien des garanties écologiques, mais quand on regarde le contenu, des mesures que les États doivent mettre en œuvre à ce niveau-là, c'est des mesures qui sont essentiellement procédurales. Il faut garantir la bonne évaluation des impacts environnementaux des projets d'exploitation des ressources naturelles. Il faut par ailleurs garantir un partage juste et équitable des bénéfices qui sont retirés de l'exploitation de ces ressources. Alors, d'un certain côté, moi je préfère que les projets qui portent atteinte à l'environnement, que les avantages économiques qui en résultent soient partagés avec les paysans plutôt que d'être privatisés par les acteurs, les grandes entreprises, soit du secteur agricole ou agroalimentaire, minier ou industriel qui s'engagent dans ces projets. Donc, il vaut mieux qu'il y ait un travail comme ça de redistribution qui soit mis en œuvre, mais il y a quand même un risque que ce travail que cette redistribution de la valeur issue des projets d'exploitation des ressources naturelles se substitue à des politiques de transition agroécologique qui permettraient aux paysans de vivre dignement de leurs activités rendues davantage compatibles avec la protection de l'environnement. Et puis pour finir, un autre droit qui est important dans l'économie générale de la déclaration et qui n'est pas conditionné à un engagement en faveur de la protection de l'environnement, c'est le droit de participer à l'élaboration des décisions qui ont des impacts sur les ressources naturelles. Ici, les paysans héritent de ce droit en considération de ce droit de participer à la décision publique en matière d'environnement, en considération essentiellement de leur statut de victime des atteintes à l'environnement et d'utilisateur des ressources naturelles. Ce qui fait sens, hein, et vous avez ici une citation de Rachel Carson qui dit déjà dans les années 60 qui vient fonder le droit du public à l'information et à la participation en matière d'environnement sur le fait que le public est le premier exposé aux dommages. Donc c'est précisément le fait qu'on soit exposé aux dommages et aux risques sanitaires notamment de la pollution qui justifie qu'on ait un droit de regard sur les risques et un droit de participer à la prise de risque. Pour autant, il peut sembler ne pas aller dans le sens de la transition agroécologique que de conférer de tels droits sans garantie sur le niveau de protection de l'environnement poursuivi par les acteurs qui participent à la prise de décision. Une autre raison pour laquelle il me semble que le cadre général qui est porté par la déclaration ne permet pas, n'est pas un outil au service de la transition agroécologique, c'est qu'en réalité, il y a assez peu de place pour des devoirs corrélatifs qui permettraient la réalisation des droits environnementaux des paysans. Les paysans ne se voient pas chargés d'un devoir environnemental au terme de la déclaration, ce qui, à certains égards, est cohérent avec le fait que pour bon nombre de paysans, avoir de nouveaux devoirs environnementaux serait insoutenable au point de vue économique. Donc il y a une cohérence à pas charger la barque, dont on sait qu'elle est déjà extrêmement pleine, mais il y a une incohérence au regard de la gravité des atteintes à l'environnement et qui sont aussi imputables à des pratiques de petites exploitations, compte tenu du fait qu'elles sont affiliées à des systèmes agroalimentaires extrêmement dommageables à l'environnement. Le fait que les États, par ailleurs, aient l'obligation de mettre en œuvre ces différents droits des paysans est à la mettre à l'avantage de la déclaration, mais il n'y a pas de mécanisme pour régler les éventuels conflits entre les différents droits des paysans. Donc, par exemple, il y a un devoir affirmé à la charge de l'État de prévoir des mécanismes d'assurance pour protéger, pour garantir l'adaptation et la résilience des paysans, notamment face aux risques climatiques. Alors, d'un certain côté, c'est un des atouts de la déclaration que de protéger
les paysans face au risque que leur terre soit moins productive compte tenu de l'évolution du climat. D'un autre côté, des mécanismes d'assurance tels qu'ils fonctionnent en pratique fonctionnent pour une large part sur la solidarité nationale et conduisent donc à faire peser sur les contribuables, sur tout un chacun, la prise en charge de dommages issus d'un changement climatique que les pratiques agricoles ont contribué pour une large part à faire advenir. Donc on est en présence de mécanismes qui conduisent en quelque sorte à accentuer la privatisation des profits et la socialisation des pertes, et qui donc, ces mécanismes d'assurance qui dans le même temps protègent les paysans à court terme, mais peuvent inciter davantage l'agriculture conventionnelle à aller de l'avant dans sa destruction des écosystèmes, en sachant qu'in fine les pertes seront épongées par la collectivité. Et donc on a une contradiction ici entre le droit à la protection sociale du paysan et son droit d'être prémuni contre le changement climatique et les atteintes à l'environnement plus généralement. Et puis enfin, le quatrième facteur qui me semble-t-il prive un peu d'efficace la déclaration des droits des paysans comme instrument de la transition écologique, c'est le fait que la déclaration a été ne consacre pas vraiment un droit à un revenu de subsistance au bénéfice des paysans, alors qu'un tel revenu, on pourrait imaginer, constituerait l'un des piliers sur lesquels s'appuyer pour leur permettre d'encaisser les coûts de la transition agroécologique. Alors quand on regarde le concept de revenu suffisant apparaît dans la déclaration, mais sans jamais être vraiment à l'origine d'un devoir, ni pour les États, ni a fortiori pour les entreprises, dont on a vu ce matin qu'elles étaient très largement soustraites à l'application de cette déclaration. Bon. Donc, c'est pas une baguette magique, cette déclaration, ça c'est sûr. En même temps, et c'est la troisième partie, et ce sera ma conclusion, en même temps, cette déclaration, elle nous permet quand même de penser la protection de l'environnement en contexte agricole d'une manière différente, en articulant les enjeux économiques de manière extrêmement intime avec les enjeux de protection de l'environnement. Quand on lit cette déclaration, et peut-être je le ferai avec mes étudiants en droit de l'environnement, lire cette déclaration, ça permet de pointer du doigt en creux toutes les faiblesses de la réglementation environnementale traditionnelle. On n'a pas le temps de revenir dans le détail, ni d'ailleurs de spécifier, mais disons que les grandes faiblesses traditionnelles de la réglementation environnementale, en contexte agricole, c'est les suivantes, c'est qu'on a une planification avec des grands plans, des programmes qui sont beaux sur le papier, mais dépourvus à la fois souvent de manifestations concrètes sur le terrain, mais surtout aussi qui sont très variables dans le temps, avec en fonction de l'identité du ministre de l'Agriculture ou des membres qui sont à la DG Agri, avec un niveau d'ambition qui fluctue avec le temps et un cap donc qui n'est pas fixe et qui ne permet pas aux opérateurs économiques de s'engager dans des investissements en ayant la conscience et en pouvant anticiper le temps qu'il leur faudra pour amortir. Et donc en fait, cette fluctuation, cette versatilité des politiques publiques environnementales ne permet pas au tissu économique de suivre et aux investissements d'être réalisés en faveur de la transition agroécologique. Par ailleurs, on a des normes qui sont formellement exigeantes, par exemple, formellement avec des obligations de digitalisation qui sont de plus en plus présentes. Ou pour pouvoir bénéficier des aides, il faudra avoir digitalisé sa parcelle. Donc on a une exigence formelle, bureaucratique, procédurale assez lourde, mais pour des plus-values écologiques qui sont souvent très limitées. Il y a un rapport de la Cour des comptes européenne qui est sorti alors c'est dans le contexte européen, mais c'est peut-être encore plus éclairant sur la PAC 2014-2020. 100 milliards d'euros mis sur la table dans le cadre de la PAC 2014-2020 pour la lutte contre le changement climatique et en contexte agricole. Et vous savez quel a été l'impact sur les émissions de l'agriculture européenne en termes de diminution des émissions? Zéro. 100 milliards d'euros. Donc, bon, c'est juste un exemple. Et puis enfin, on a pour une large part des politiques publiques environnementales qui mettent en avant les bonnes pratiques, qui subventionnent le bio ou des pratiques valorisées comme étant particulièrement vertueuses, mais sans tirer l'intégralité de l'écosystème.
Donc on valorise et on rend possible le développement d'une niche écologique, entre guillemets, mais sans verdir la totalité ou même la majorité du tissu productif. Donc voilà la situation actuelle. Et quand on lit la Déclaration des droits des paysans, qu'est-ce que ça nous dit sur les bifurcations à opérer? C'est ce sur quoi je voudrais conclure. 2 minutes, c'est bon. Pour orienter nos réformes, donc à venir, si on s'en réfère à la déclaration, la déclaration nous dit clairement que ça ne suffit pas de soutenir les pratiques durables des paysans. Il est nécessaire que les États mettent en œuvre tout l'arsenal des politiques publiques, y compris les politiques publiques économiques, au service de la transition écologique et en milieu agricole. Et ça, c'est un message extrêmement puissant qui devrait conduire, s'il était appliqué, les États à faire preuve de davantage de cohérence. C'est-à-dire, au lieu de subventionner un peu du vert, mais beaucoup du gris, eh bien, il s'agirait de réorienter l'intégralité des mécanismes économiques dans les mains des États, et qui sont très nombreux, au service d'un agenda de transition écologique. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la charge, pour une large part, des États de créer le marché, de créer à la fois l'offre, mais aussi de créer la demande de produits issus d'une agriculture de transition agroécologique. Les outils sont innombrables. J'avais commencé à faire la liste des crédits à l'exportation, en passant par la commande publique, l'étiquetage obligatoire sur tous les produits agricoles. On a une batterie de mesures qui peuvent être mises en place pour non seulement créer une offre plus verte, mais aussi la demande correspondante, qui sont encore très largement inexploitées. Et puis, dernier levier d'orientation possible, et qui me semble peut-être l'apport le plus fondamental de la déclaration, c'est la déclaration nous invite à faire très attention à l'avenir, à ce que les normes de protection de l'environnement qu'on adopte en contexte agricole ne favorisent pas la concentration économique, a fortiori sans plus-value environnementale démontrée, mais on peut même imaginer que le droit de l'environnement de l'avenir, un droit de l'environnement qui soit aussi soucieux des droits des paysans, soit un droit de l'environnement qui contredise la concentration économique. Et qui contredise la concentration économique, y compris à des fins environnementales. Aujourd'hui, on sait très bien que pour une large part, le modèle de l'agriculture conventionnelle vit sur des exonérations à la mise en œuvre des règles environnementales, par exemple sur les nitrates. Un programme écologique ambitieux pourrait consister à supprimer toutes ces exonérations, et à ce moment-là, il y aurait une conséquence nécessaire qui serait la diminution de la taille des cheptels. Donc, si on utilisait les outils qui sont à notre portée dans le droit de l'environnement, il y aurait des possibilités d'aller vers une déconcentration des marchés agricoles qui pourrait être rendue supportable d'un point de vue économique et politique par les mécanismes, un réalignement des flux financiers vers des plus petites exploitations. Donc, un texte ambitieux qui innove, qui ne résout pas tous les problèmes, mais qui invite à réfléchir à des réformes du droit de l'environnement qui intègrent en leur cœur la défense des paysans et qui fassent de la défense des paysans un levier d'évolution positive, y compris pour la défense de l'environnement. Je vous remercie pour votre attention. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. C'était très intéressant. Mais moi, je ne serais pas du tout aussi pessimiste que vous concernant l'absence de protection environnementale exigée de la part des paysans, pour la bonne raison que, vu la définition qu'on en donne, hein, ce sont des gens qui ont une activité de production agricole à petite échelle. Et dans toute l'histoire de la paysannerie, je crois que dans toutes les parties du monde, on n'a jamais vu ce genre de personnes créent des problèmes environnementaux. Et donc le problème, il est bien plus avec les problèmes qu'a évoqué Jean-Baptiste, comme ça s'est passé en Europe, dans le monde occidental,
et ailleurs dans le monde, c'est cet accaparement des terres par des sociétés qui sont beaucoup plus grosses. Et quand on encourage ce genre de politique, on va automatiquement vers une agriculture conventionnelle. Et les petits paysans, en général, ne pratiquent pas ça, bien qu'ils soient incités toujours à le faire, parce qu'on a une politique commerciale, évidemment, qui va les inciter à le faire. Mais quand on a une toute petite exploitation, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le faire. Ce sont les grandes exploitations qui vont adopter cette agriculture conventionnelle qui, elle, est effectivement très polluante. Et concernant l'Europe, tant qu'on n'aura pas abandonné la subvention à l'hectare, on ne va pas réduire les exploitations. Mais ça, je pense, Ouais. ça, je suis pas, ça fait partie, je pense, de la batterie de mesures indispensable. Est-ce que vous voulez prendre plusieurs questions ou... Oui, une question sur la situation des femmes en Afrique. Je sais que le code foncier du Bénin, qui a été réformé en 2013, prévoit notamment que lorsque un homme demande l'attribution d'une terre coutumière par la déclaration, enfin le système de transformation des terres de possession coutumière en propriété officielle, lorsqu'un homme demande cette attribution, et on doit en même temps attribuer à son épouse. Et il y a un lien entre les deux. Ça s'attribue à un couple, au couple, mais pas à l'un des deux du couple. Et c'est la même chose dans la loi du Mozambique, qui, je ne sais plus, je crois qu'elle est de 2007, mais et je voudrais savoir si, maintenant qu'on a un peu de recul, au moins dans ces pays, est-ce que vous savez si ça a eu des effets sur qu'est-ce que ça fait quand on change ça dans le code foncier et qu'on ne change pas en même temps le droit des successions? Et je m'interroge sur... parce que le Sénégal est en train de penser à la même chose, la Côte d'Ivoire est en train de penser à la même chose, le Burkina, je ne sais pas, mais le fait de lier l'attribution à l'un à l'autre, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut changer de manière déterminante la, la situation? Puisqu'on est sur ce terrain-là, donc toujours pour Jean-Baptiste, et c'est en lien avec la question de François, mais indirectement. Moi, j'étais intéressé par alors, la confrontation ou la mise en tension assez classique, droit officiel, problème d'application. Bon, ça c'est un grand classique dans les présentations sur le droit africain. Mais évidemment, donc ça fait écho, à mon sens, à ce que disait Alexandre ce matin. Et pour le coup, voilà, je ne vais pas faire mon juriste positiviste, c'est que on peut avoir un droit étatique, parfois d'ailleurs rédigé par des experts internationaux, ou d'inspiration, de valeurs portées par les experts internationaux, et puis un droit pratiqué très différent, qui lui est beaucoup plus grassroots. Et alors ma question, c'était, dans les diverses normes dont tu as parlé, Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut percevoir l'influence respective d'abord des bailleurs internationaux qui en rajoutent continuellement sur l'égalité, la parité, le machin, et ça qu'on connaît bien, et en même temps des revendications féministes autochtones qui existent aussi, et qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc voilà, je me demandais si c'était quelque chose qu'on pouvait repérer. Et par rapport à, je sais pas, c'est une question, un complément, et ça prolonge aussi ce qui était dit juste avant, mais je suis assez d'accord sur l'idée que la définition du paysan est en soi une certaine garantie pour l'environnement, mais c'est là où effectivement, probablement que la question qu'on se pose serait peut-être même pas débattue si on était en Amérique latine. Quoi qu'en Amérique latine, il y a aussi quand même de l'agro-industrie, donc si, bien sûr, mais en tout cas, dans les pays du Sud, ce serait très différent. C'est que là où nous, on a une ambiguïté, me semble-t-il, c'est que pour vendre
aux États, à nos États, dont on veut que soit ils votent, soit qu'ils mettent en œuvre cette déclaration. On dit, bah, les paysans, on en a plein quand même chez nous, vous les connaissez, quoi. Alors qu'en fait, on n'assume pas que les seuls dont on parle, c'est les marginaux de chez nous. Parce que mon père, il n'est pas dans la déclaration, quoi. Vous voyez, les fermes de 200 hectares, c'est pas dedans. On est bien d'accord. Et ça, il faut l'assumer. Et évidemment, c'est pas le discours qu'on peut porter aux politiques dont on espère qu'ils vont soutenir la déclaration. Merci beaucoup pour vos deux présentations. Et c'est bien d'avoir des commentaires positifs, c'est très encourageant. Juste, on a évidemment eu la réflexion sur, quand on a rédigé la déclaration, sur s'il y a un droit en effet de s'engager dans des pratiques durables, est-ce que ça doit être une obligation ou bien mettre ça dans la définition? Le problème qu'on a vu, c'est qu'il ne faudrait pas que ça donne l'impression que ceux qui ne le font pas n'ont pas les droits. C'est pour ça. Alors, merci. Bon, je vais apporter des éléments de réponse aux deux questions qui m'ont été posées. D'abord, sur le Bénin. Effectivement, il faut d'abord dire que le Bénin, c'est l'un des pays ouest-africains qui est beaucoup en avance sur la question de l'égalité, de la protection des droits de la femme. Effectivement, lorsque on attribue une portion de terre au couple, ça change la donne. Parce que là, la propriété n'appartient ni à l'un ni à l'autre, mais aux deux. De telle sorte que chaque membre du couple peut revendiquer légalement une portion de la terre. Voilà. Le problème va se poser plutôt lorsque la terre a été acquise par les fruits d'un bien propre de l'un des membres du couple. Là, ça devient... voilà. Mais après le mariage, une fois que on a acquis ensemble, le couple acquiert ensemble la propriété foncière, là, c'est un moyen, effectivement. Et donc, effectivement, c'est un élément intéressant. Après, il faut voir comment ça se passe. Si ce sont des donations, c'est plus facile lorsqu'il y a donation. Mais lorsqu'il y a acquisition de la terre, peut-être il faut aussi faire attention de voir est-ce que la terre est acquise avec les biens communs également de la famille. Donc, c'est à la femme de le prouver et donc de pouvoir accéder à une partie de la terre, effectivement. Et en ce qui concerne justement effectivement, les législations que j'ai évoquées sont pour la plupart inspirées justement des législations occidentales. D'ailleurs, comme je l'ai dit, ce sont des législations dont la réflexion est financée par les partenaires internationaux, ce qui fait que parfois, la réflexion sur la conciliation ou pas entre ces normes et les réalités culturelles ne sont pas prises en compte. Et c'est là où je trouve que l'approche, parfois, n'est pas la bonne. Tout à l'heure, ce matin, on parlait d'une réflexion de par la base. Alors, il faut d'abord mener cette réflexion avec les acteurs, voir quelles sont les réalités coutumières, qu'est-ce que la coutume permet et ne permet pas dans le domaine foncier à l'égard de la femme, et à partir de là, voir comment on concilie les principes fondamentaux inspirés généralement des droits nationaux de pays étrangers ou du droit international, voir comment on peut intégrer ces principes-là dans le contexte africain. Autrement dit, il s'agit de la contextualisation, dans ce cas, de ces principes-là. C'est ce qui n'est pas suffisamment fait et les autorités ont toujours eu tendance à éviter le conflit coutume-droit moderne. Voilà. Et tant qu'on va continuer à éviter ce conflit-là, je crains qu'on n'arrive pas à l'amélioration de l'accès de la femme. Merci. Oui, pour ma part, donc, Madame, vous disiez, ce sont les grandes exploitations qui polluent. Alors, j'ai noté, la difficulté, c'est que la distinction entre les grands et les petits, elle est rendue difficile par les mécanismes de concentration sur le marché qui empruntent des formes qui sont pas seulement capitalistiques, où une société va racheter les parts d'autres sociétés, mais aussi contractuelles. Et aujourd'hui, pour une large part, l'agriculture conventionnelle s'appuie sur des petits exploitants à qui une partie des opérations sont en quelque sorte sous-traitées par le biais de contrats. Alors, dans certains cas, c'est des contrats d'intégration, dans d'autres, c'est des coopératives. Et on a de la coopérative agricole l'image d'une entité bienfaisante au service de ses producteurs. Mais les grandes coopératives sont devenues aussi capitalistes que les entreprises capitalistes.
Et donc, les petits producteurs affiliés à ces grandes coopératives se trouvent soumis à des pressions de productivité et de prix qui sont telles qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se livrer à une agriculture extrêmement destructrice pour les écosystèmes. De ce point de vue-là, voilà, c'est une question sur le critère de la petite exploitation, compte tenu des mécanismes d'organisation de l'économie agricole actuelle. Il y a peut-être des choses à faire pour affiner un peu ce critère-là. Ah, c'est pas moi, c'est l'article 1er de la déclaration. Oui, merci. Oui, une question pour Anne, parce que bon, effectivement, c'était vraiment formidable de vous entendre dire que vous avez, grâce à ce séminaire, l'occasion de vous confronter à un texte que vous ne connaissiez pas et que vous allez pouvoir peut-être utiliser maintenant à travers vos recherches. Mais justement, vous avez répondu en partie, mais j'aimerais bien savoir, vous l'avez qualifié comme un texte qui est un bel outil qui adresse les enjeux de justice environnementale. Mais est-ce qu'en fait, c'est pas plutôt des enjeux de justice sociale, tout simplement? Et est-ce que est-ce que un des leviers de la justice environnementale n'est pas la justice sociale? Et peut-être du coup derrière ça, finalement, dans vos recherches à vous, est-ce que c'est un texte qui va vous servir quand même? Qu'est-ce qui va en rester pour vous finalement de ça? Vous savez, il y a cette phrase, la chouette de Minerve prend son envol à la tombée du jour. On sait ce qu'on tire des matériaux qui nous alimentent seulement à la tombée du jour. Donc je pense qu'il va falloir laisser passer un peu de temps pour que je vois quelle empreinte le texte aura laissé sur moi. Ce que vous dites sur la justice sociale, la justice environnementale, oui, vous avez tout à fait raison. En fait, le concept de justice environnementale, il revêt, pour faire court, deux significations. L'une met l'accent sur les inégalités d'exposition aux risques environnementaux et la nécessité de les réduire en disant c'est toujours les pauvres, les communautés racialisées qui sont exposées aux dommages à l'environnement et il faudrait plus d'égalité dans le partage des risques environnementaux et des dommages environnementaux et en sens inverse dans le partage des bienfaits de l'environnement, les beaux parcs et les environnements agréables. Ça, c'est pas ma définition préférée. Il y a une autre approche de la justice environnementale qui met l'accent sur les conditions de production des dommages à l'environnement et quels sont les facteurs qui contribuent à, dans un premier temps, produire les dommages à l'environnement. Et c'est là où on retombe sur la justice sociale et sur comment l'inégalité dans le partage de la valeur, en contexte agricole, mais dans d'autres contextes également, comment l'inégalité dans le partage de la valeur issue de l'exploitation des ressources agricoles conduit à la création des dommages à l'environnement. Et donc oui, vous avez raison, justice environnementale, justice sociale, ça peut être fournir un même agenda et une même orientation de transformation des chaînes de valeur. Je voulais juste ajouter quelque chose, d'ailleurs, après la question sur l'utilité de la déclaration. Effectivement, c'est une déclaration, parlant en Afrique, dont on parle peu, qui n'est pas assez connue. Moi, quand j'arrivais hier à l'aéroport, j'ai rencontré le 5e vice-président de l'Assemblée législative qui voulait savoir où est-ce que je vais, l'objet de mon voyage, et dit je vais au Luxembourg parce que il y a une réflexion sur la déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans. Et tiens, il est étonné, il ne savait pas qu'il y avait une déclaration des paysans et donc il me dit à votre retour si vous pouvez m'envoyer la déclaration et puis tout ce que vous avez comme document dessus, je pourrai en parler avec plaisir à l'Assemblée parce qu'il est très intéressé des questions de protection des paysans, mais sans savoir que la déclaration existait. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on a des questions. Allez.